Cette vidéo est sponsorisée par Rise of Kingdoms, un jeu de stratégie en temps réel basé sur l'histoire de l'humanité disponible sur Google Play, App Store et PC. Choisissez votre civilisation parmi 13 disponibles, l'Égypte ou la France par exemple, et dirigez-la avec audace et justice pour protéger votre population, combattre les barbares et autres ennemis et offrir une belle vie à vos gens. Développez vos bâtiments pour accéder à de nouvelles connaissances, ce qui vous permettra de découvrir de nouvelles technologies et créer un avenir glorieux pour votre civilisation. Dans Rise of Kingdoms, vous avez accès à un arbre de technologie basé sur l'histoire de développement de l'humanité. À vous de choisir sur quoi vous concentrer, sur le développement économique ou militaire, améliorer les bâtiments, engager de nouvelles unités ou de découvrir de nouvelles techniques de combat pour vos armées. Vous pouvez même aider vos soldats à s'améliorer en améliorant vos écuries ou en leur fournissant de meilleurs équipements. Chaque civilisation a ses propres atouts, son style architectural et ses unités uniques. Vous pouvez engager des commandants propres à chaque peuple qui vous aidera à les mener au combat en vous faisant profiter de ses capacités particulières. Vous pouvez lancer facilement des batailles contre d'autres joueurs sur la carte en temps réel et même former des alliances pour augmenter votre puissance ou jouer avec des amis. Grâce à la version PC, vous pouvez gérer votre ville comme bon vous semble et modifier les constructions jusqu'au moindre détail. Utilisez le lien en description pour télécharger Rise of Kingdom et fonder votre propre nation. Pensez à profiter de ce code pour obtenir une récompense spéciale et offrir la grandeur à votre peuple. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Bonjour vous! Vidéo sur les boss? Oui, il y a encore des trucs à raconter, toujours, parce que les boss c'est cool et il y a toujours moyen de faire passer des messages par leur mise en scène. Et quand c'est bien fait, ça fait kiffer. Un boss, c'est un passage particulier d'un jeu vidéo en vrai, on peut le prendre sous plusieurs angles. C'est soit un checkpoint de vos capacités à un instant T de votre jeu vidéo préféré, soit un climax narratif que votre personnage va devoir surmonter, soit, et bon c'est bien souvent le cas, c'est tout simplement une vieille coutume du jeu vidéo dont on a bien du mal à se défaire. Bah ouais, c'est un peu pour ça que si personnellement j'aime beaucoup les boss, c'est tout à fait compréhensible qu'on milite pour les voir disparaître, tant leur présence peut être ressentie comme complètement aux antipodes de ce que le jeu veut vous raconter. C'est la fameuse et très célèbre, et désolé par avance pour les érudits, fallait bien en parler un jour, dissonance ludonarrative. Bon, c'est l'instant relou pour certains, je suis désolé, mais bon, faut que je dise 2-3 mots sur ce terme-là. C'est un terme très connu, très expliqué par beaucoup de monde, mais ici, et surtout ici, il y a un public un peu plus profane. Bon, on va y aller. Dans les grandes lignes, la dissonance ludonarrative, c'est une dissonance, c'est un message supposé contradictoire avec ce que l'on pense avoir compris du propos global du jeu. C'est un Nathan Drake qui tue des miliciens surarmés à tour de bras et dont le grand méchant est encore 2 ou 3 crans au-dessus, alors que Nathan Drake n'est pas censé être un meurtrier de masse. Beau gosse, belle vanne, pillage de tombes, mais pas génocidaire. C'est un petit peu comme un mec qui débarque avec son synthé pour jouer du Jean-Michel Jarre juste à côté d'une représentation de Dan Arbraz à la fête du cidre de Banalec. Voilà, c'est dissonant, c'est... Pourquoi pas, ça peut en ressortir quelque chose. Mais ça questionne. Les boss, oui. Oui, les boss, ça peut poser ce genre d'interrogation, mais ça peut aussi et surtout très bien s'intégrer dans une dynamique de jeu vidéo moderne. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ces boss qui non seulement racontent quelque chose, mais aussi et surtout avec lesquels souvent, t'es pas forcément d'accord avec ce que le jeu va te forcer à faire. Non mais, le message je comprends, y a pas de souci, c'est cohérent, ok. Mais je ne veux pas le faire, Je vais le faire, parce qu'on est dans la continuité, c'est logique, c'est beau, ou pas. Mais c'est pas cool le jeu, vraiment tu ne m'as bien eu. Si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez la cloche et faites un petit tour sur le Patreon pour nous soutenir. C'est y part. Oh, et avant que j'y pense, attention, mais quand on parle de boss, évidemment que ça va spoil. Ça sera chapitré, mais attention. Zelda Wind Waker est la fin d'une ère. J'aimerais vous mettre un petit peu en confiance pour commencer, et en plus ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de Zelda, genre 3 semaines. C'est marrant parce qu'on a tendance à dire que Breath of the Wild c'est l'épisode qui a enfin permis à Nintendo de prendre un virage à 90 degrés pour la licence, pour enfin bousculer des codes qui restent les mêmes depuis Zelda 3, et c'est vrai en tout cas si on garde le nez dans ses cahiers. Oui,
c'est vrai. Si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que c'est Skyward Sword qui a voulu changer les choses avec sa nouvelle manière de raconter la légende de Zelda. Quand en fait on se rend compte que c'est plus A Link Between Worlds qui a été précurseur, avec ses donjons à faire dans l'ordre qu'on veut et des objets non essentiels à votre progression. Et c'est vrai aussi, oui, c'est vrai. Sauf que la réalité, c'est que ça fait depuis 2002 que Nintendo cherche à changer la chanson d'une licence qui a déjà du mal à se renouveler à ce moment-là, avec Wind Waker. Dans la forme, on reste sur un Zelda extrêmement classique. Oui, c'est vrai aussi. Mais si on se penche un tout petit peu, il y a une multitude de signaux qui clignotent et qui disent « Hey !» Mais moi, je suis différent des autres, c'est promis, c'est juré. Bon, déjà, le truc évident, c'est les graphismes en toon shading. Oui, c'était une volonté de brusquer, de questionner et remettre en cause l'identité graphique des Zelda. L'océan et l'utilisation du bateau, ça ne marche pas forcément, mais c'est aussi une manière de réfléchir autrement, une forme d'ouverture du monde. On est d'accord, dans les faits, ça ne change absolument rien. Mais c'est l'intention que je cherche à démontrer ici, pas le résultat. Bon, ça c'est facile, on est d'accord, Ce qu'il est un peu moins, c'est que Nintendo, à l'époque, a aussi tenté de reset son univers, ses personnages et ses enjeux. On était en 2003 et déjà Nintendo s'était dit que le souci des Zelda c'était son méchant et qu'il fallait revoir un petit peu tout ça pour redynamiser les enjeux. Wind Waker, c'était donc une tentative de vraiment tuer Ganondorf. Toute l'histoire du jeu, c'était déjà d'essayer de comprendre comment l'arrêter, mais aussi et surtout de comprendre ses motivations. Et si Ganondorf ne veut pas spécialement dominer le monde, bon, on s'en doute un peu que si, mais bon, c'est pas vraiment explicité, Non, lui son but c'est de faire revenir Hyrule, soit exactement le même but que le roi, sous les traits du lion rouge, et donc in fine, le même que nous, sous les traits de Link. Nous, on est fans d'Ocarina of Time. A Link to the Past nous en a dit un petit peu plus sur le côté sacré de cette terre. On est donc là pour siphonner l'océan apparu initialement pour empêcher Ganon d'embêter les gueux en l'absence du héros. Et là, combat final et monologue du grand méchant. Alors je vous épargne ces raisons, parce qu'en soi, on s'en fout, c'est juste là pour confirmer ce qu'on avait deviné. Ganondorf, il est vilain. Mais Ganondorf, il est triste, il est blessé, il est nostalgique. Ganondorf renvoie une image déformée du roi d'Hyrule, mais aussi du joueur attaché à Hyrule. Quand le roi décide d'inonder ces terres pour laisser le Hyrule du passé sous les eaux et permettre à la nouvelle génération de prendre la relève, c'est aussi et surtout Nintendo qui nous dit « Ok, c'est bien, maintenant on arrête, on a d'autres trucs à vous raconter, et très honnêtement, moi je ne voulais pas qu'on me raconte autre chose. » Ah, Ganondorf non plus, il voulait pas. Ganondorf, à ce moment-là, je ressens sa peine et sa douleur, comme celle de ma petite sœur. J'ai pas envie de me battre contre quelqu'un qui, dans les faits, refuse de perdre sa raison d'exister. Le roi, il l'accepte, lui, et accompagne notre Némésis dans un ultime adieu. Tuer Ganondorf, c'est donc forcer un deuil d'un personnage qui nous a accompagnés pendant toute l'aventure, mais c'est aussi fermer un déjà très long chapitre de l'histoire de Zelda. C'est un petit peu dommage que cette vision scénaristique n'a pas fait date dans la licence. Si Nintendo restera ferme sur les opus mobiles avec Minish Cap et les opus DS notamment, Twilight Princess, ce sera le retour en force à quelque chose de beaucoup plus classique grâce à un tour de passe-passe chronologique à base de timeline et d'univers parallèles. Dans un jeu qui, soyons honnêtes, n'a alors plus grand chose à raconter avec son Ganondorf. C'est fou, vraiment fou de se dire qu'on est passé à ça de revoir la mythologie des jeux. Inscription, finalement, on s'amusait bien. On a déjà parlé d'Inscription pour sa fâcheuse tendance à jouer avec le 4e mur et je vous avais présenté le jeu comme étant un hommage au creepypasta. Parce qu'en réalité, c'est totalement ça, c'est totalement une creepypasta. L'histoire en reprend les codes visuels et la manière de dérouler son récit jusqu'à la révélation finale du jeu, avec sa théorie du complot et son lot de mystères non résolus. Cependant, je n'ai fait que survoler le rôle des monstres que vous côtoyez dans le jeu et qui ils sont réellement. De sorte que, par leur manigance avec vos fichiers personnels, il est possible que vous en ayez déduit qu'ils sont vilains et vous veulent du mal. Alors qu'en fait, pas du tout. J'aurais même tendance à dire que c'est, surtout, les premières victimes des grands méchants du jeu, dont on n'a que vaguement idée de qui ils sont. On va dire que l'ennemi, c'est le système. Parce que, je veux bien spoiler, mais uniquement si ça me sert à quelque chose. Jouez donc à Inscription parce que c'est rigolo. Au début du jeu, nous sommes confrontés à un certain Leshy. C'est ce monsieur barbu qui fait peur avec ses yeux tourbillons et qui a le pouvoir de capturer votre âme pour la mettre dans une carte à l'aide d'un appareil photo. Une carte dont vous connaissez les compétences et le coût que vous pourrez inclure dans votre deck lors d'une toute nouvelle run. Oui, alors déjà on voit pointer le bout de la problématique là-dedans, Leshy, il fait genre qu'il est très peu accueillant et que son but c'est de vous tuer, mais ça reste une mise en scène, parce que son code lui dicte d'agir ainsi. Son code lui dicte
de faire cette mise en scène. Il est programmé pour être un adversaire, mais dans les faits, il vous aide à avancer. Pas seulement par l'ajout de cartes à créer surpuissantes, parce que oui, vous pouvez créer des cartes vraiment pétées avec ce système-là, mais aussi par l'ajout progressif de nouvelles mécaniques de jeu. Faut vraiment le vouloir pour rester coincé face à l'échi éternellement, vu à quel point le jeu vous noie dans du bonus. Je vous épargne encore une fois les détails des autres actes du jeu qui sont tout autant de variations du gameplay très solides. Retenez simplement qu'Inscription met en scène une forme de conflit entre les scribes, des programmes conscients d'eux-mêmes qui cherchent à prendre le contrôle du jeu et la protection du fichier old_data, un fichier fil rouge des productions de David Mullins, le créateur d'Inscription et de plein d'autres jeux qui ont des liens entre eux. Un fichier que l'on peut considérer comme étant le grand méchant de l'histoire, à ne surtout pas ouvrir et dont Gamefuna, les développeurs fictifs auxquels est confronté Luc Carder, IRL, sont prêts à tout pour remettre la main dessus. Un fichier que P03, un des scribes, souhaitait diffuser sur internet. C'est pour ça qu'il s'amuse à trifouiller sur vos fichiers personnels. Mais dont les 3 autres, les chiens inclus, veulent empêcher la publication en supprimant les données du jeu et donc en se supprimant eux-mêmes, en espérant effacer par la même occasion old_data. Et c'est là que c'est terrible, parce que c'est des programmes conscients d'être des programmes qui certes se disputaient entre eux mais n'avaient pas forcément envie de vous faire du mal à vous. C'est même tout l'inverse. Le truc, c'est qu'à force de vous affronter, les scribes ont appris à vous apprécier et à apprécier vos compétences en jeu. Le duel de cartes, c'était un beau moyen de communiquer avec vous, une belle opportunité de s'amuser un petit peu et le seul moyen qu'ils avaient au fond d'entretenir leur existence. Mais vous devez les supprimer, et c'est donc le cœur rempli de regrets qu'un à un, ils vont vous affronter avec leur propre vision des règles du jeu d'Inscription, pendant qu'inlassablement chacun des fichiers du jeu est supprimé. Chaque rencontre se termine sur une sincère poignée de main et sur la frustration de ne pas avoir pu jouer avec eux, avec leurs règles. D'autant plus que leur suppression ne servait strictement à rien. Old_data n'a pas été supprimé, seul le programme de protection n'est plus. Le fichier est donc à découvert, prêt à être ouvert par un Luc Carder un petit peu trop curieux, malgré les ultimes mises en garde de la vieille femme de la forêt. Inscription s'achève sur un mystère. Rendez-vous au prochain jeu de David Mullins pour en apprendre un petit peu plus sur ce mystérieux fichier. Nier, mon meilleur ami Bipi. Ceux qui savent, et nous, joueurs et joueuses de Nier, sachons tous. Nier Replicant, ou Gestalt, rayez la mention qui ne vous convient pas, c'est la pépite post-Drakengard la plus mémorable de Yoko Taro qui aura pris son temps pour gagner ses lettres de noblesse. La faute peut-être à l'histoire et aux propos un petit peu trop perchés, connectés à seulement une des fins de Drakengard premier du nom. Je ne vous refais pas les présentations parce que j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, regardez, elle est là. Vous pouvez plus cliquer dessus. Si mémorable il l'est, c'est pour tout un tas de raisons, notamment qu'il s'agit d'un très bon jeu. Parce que oui, évidemment que ça joue, mais c'est aussi pour la manière qu'il a de raconter son histoire en la rendant dépendante de ses fins multiples. Finir le jeu une fois ne suffit qu'à comprendre partiellement ce qu'il se passe dans le jeu. La chose importante à retenir de cette première partie, c'est que vous avez une sœur à sauver d'un vilain dont on nous raconte qu'il a vaguement un lien avec des ombres qui envahissent le monde et qui sont de base une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'humanité. On finit le jeu, fin douce amère sur laquelle on reste quand même bien sur notre fin, puis hop, New Game Plus. New Game Plus, oui, mais New Game Plus particulier. Maintenant, vous allez comprendre ce que racontent les ombres. Non seulement elles parlent, mais en plus elles tiennent des propos cohérents. Et elles ont peur de vous, en tout cas beaucoup plus peur de vous que vous n'avez peur d'elles. On change de point de vue sans changer de personnage. Le joueur n'est plus chassé, mais devient chasseur, à la limite coupable d'un génocide. Les ombres, c'est des humains, enfin, ce sont les âmes des humains. Ce sont des gestalts, détachés de leur propre corps mourant en attendant qu'on trouve un moyen de les rattacher à des répliques d'eux-mêmes. Des corps sans âme, des réplicants, qui entre-temps ont pris conscience d'eux-mêmes et rejettent leur âme initiale. C'est le bordel, et j'ai été extrêmement superficiel. Juste, comprenez que depuis le début, fondamentalement, on tue des humains. Des hommes, des femmes et des enfants. Et là, ça devient compliqué d'avancer dans le jeu. Déjà que, avec du recul, on pouvait commencer à se poser des questions sans comprendre ce que les ombres racontaient. Là, clairement, j'ai plus envie de tuer personne, je suis désolé, mais je le fais. Je le fais parce qu'en fait, le truc, c'est pas moi qui comprends les ombres, c'est Kainé. Et que le twist, c'est qu'elle est guidée par Tyran, dans une folie meurtrière, dont je ne vais pas vous expliquer qui c'est parce que je vais spoiler de manière utilitaire. Du coup, toi, joueur, t'es pas bien, tu tues,
Menhir, qui est le nom informel du protagoniste, lui ne comprend rien. Et il tue quand même. Enfin, vous tuez quand même. Jusqu'au bout. Fauchant au passage Bippy P33, l'ami robot d'un enfant ombre qui avait perdu sa maman, tué par des réplicantes. On va le tuer parce que le gamin forgeron de la montagne des robots, il est persuadé que c'est ce robot-là qui a tué son frère. Alors nous, au début on dit que... c'est bon. On a besoin de lui. On lui rend service pour qu'il nous rende service en échange. De toute manière, une ombre de moins, c'est toujours une ombre de moins. Le robot qui parle bizarrement dans la fin A, c'est déjà bizarre. Mais alors dans la fin B, entre Kaine qui fait des commentaires chelous, qui se rend compte qu'elle fait des boulettes, et l'ombre qui est à deux doigts de pleurer parce que le robot c'est son meilleur ami, oui ça fait très mal. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Le jeu sera même plus vicieux que ça, puisqu'il apporte également plusieurs flashbacks qui recontextualisent le tout. Déjà de 1, le robot il est méga gentil et a développé une conscience, ce qui préfigure Nier Automata. 2, le garçon est seul au monde avec son pote le robot. Et 3, c'est même pas eux qui ont tué le frère du gamin forgeron, mais le gamin lui-même en se cassant la figure sur un tuyau qui a tout fait s'effondrer sur son frère. Arrive donc un ultime sursaut de vie, P33 va essayer de s'enfuir pour que l'ombre puisse vivre sa vie. Toi t'es là pour le récupérer au sol et pour l'abattre. T'es pas bien. Tu verses ta grosse larme de crocodile et tu te dis que Yoko Taro est un détraqué. Un peu. Puis là, t'as le gamin qui redébarque, le gamin forgeron, pour donner des coups de pied dans le robot. Personnellement, j'avais juste envie de le gifler. C'est absolument terrible. Mais en vrai, ça sert de ouf le propos du jeu sur la question de la vie. Les réplicantes ont-ils développé une âme parce que le vivant a besoin d'une âme pour vivre ? Quel peut être le destin, du coup, d'une âme sans corps ? Et enfin, question posée par Bippy P33, les robots conscients possèdent-ils une âme ? Moi, j'espère que oui, très sincèrement, parce que sinon, cette histoire est encore plus triste. It Takes Two, les pires parents du monde. On s'attaque au fameux Game of the Year de l'année 2021, It Takes Two, développé par Hazelight, à qui l'on doit notamment A Way Out, un jeu qui de base divise pas mal les joueurs et les joueuses sur son écriture. Il s'agit d'un platformer 3D essentiellement coopératif dans lequel vous devez avancer à deux et coopérer avec une vraie personne en local ou en ligne, pour en voir le bout. C'est un parti pris rarissime dans le paysage vidéoludique, qui aurait pu être un frein à son succès, mais dont Hazelight a eu le bon goût de solutionner en proposant un code de téléchargement supplémentaire à donner à ses copains, ou copines, ou conjointes, comme vous voulez. Il fallait au moins ça, hein. C'est un bon goût que n'aura jamais eu Nintendo, notamment avec Force Wars sur Game Boy Advance. Et toc. Ça peut sembler être une décision de bon sens, et ça a déjà été fait par d'autres productions par eux-mêmes, mais quand on sait que c'est EA l'éditeur, ça en devient presque miraculeux que ce soit proposé. It Takes Two nous raconte aussi l'histoire de deux parents, Cody et May, qui ne se supportent plus au quotidien, pour tout un tas de raisons qui le regardent et qui sont forcément légitimes, et qui donc vont décider de divorcer, ce qui est effectivement une très bonne initiative quand l'amour n'est plus là. Se forcer à rester ensemble dans l'espoir que ça finisse par devenir tolérable est généralement une très mauvaise idée pour tout le monde. N'écoutez pas la trilogie du samedi. Alors pardon, je me suis promis de rester neutre sur les propos du jeu. Il a le droit de tenir ce discours tiré du meilleur téléfilm M6 de ton dimanche après-midi. Une annonce qui ne passera pas tellement auprès de leur fille, Rose, laquelle s'en retrouve totalement bouleversée. Évidemment, c'est en pleurs sur deux poupées représentant ses parents, devant un livre de l'amour, qu'elle souhaite très fort que ses parents restent amis, ou deviennent amis à nouveau. Un combo magique qui va entraîner l'esprit de ses parents dans le corps des poupées de Rose, sous la tutelle du docteur Hakim, le livre de l'amour. Son but ? Qu'ils fassent la paix et renouent les liens qui se sont déliés avec le temps. Leur but à eux, retrouver leur corps humain, peu importe les moyens. Soit deux buts complètement opposés à la demande initiale de Rose, mais bon, passons. Notez bien, peu importe les moyens, parce que c'est là que l'enfer commence. Vous serez donc aux commandes des deux parents sous forme de poupées, en écran partagé. Il vous faudra avancer dans votre propre maison aux proportions exagérées, affrontant occasionnellement des objets animés, symboles et preuves de leur égoïsme et de leur mauvaise foi, que le docteur Hakim suppose être à l'origine de leur séparation. Si Cody et May finissent bon gré mal gré par s'entendre et pour coopérer, laissant présupposer qu'ils peuvent quand même rester copains, il n'est pas vraiment question d'être plus qu'en bons termes. Le but pour eux n'est pas de retrouver leur amour perdu, mais bel et bien leur corps. Une hypothèse est donc émise par Cody. Si ce sont les larmes de Rose qui leur ont donné cette apparence de jouet, ce sont
Probablement ces larmes aussi qui leur permettront de retrouver leur apparence. Et là, laissez-moi vous dire que leur mentalité jusqu'au boutiste couplée à leur égoïsme affiché ne me donnait plus tellement envie de les aider à ce moment-là, et me permet déjà, voilà, bravo de leur décerner la palme des pires parents de la Terre. Félicitations Cody et May. Jusqu'à la scène du meurtre de Cutie en tout cas, qui c'est encore un cran au-dessus, hein. C'est l'éléphant préféré de Rosie, je vous raconte ça. May, elle a bien intégré l'hypothèse de son futur ex-mari. Du coup, s'il casse le jouet préféré de leur fille, Cutie, elle va beaucoup pleurer, non? Et c'est bon, on pourra reprendre une vie normale après ça, pas vrai? Cody et May vont donc partir à la recherche du petit éléphant, une peluche toute mignonne qui évidemment a pris vie aussi et qui les accueille à bras ouverts à base de thé et de cookies. Mais les deux parents, ils sont pas là pour ça, ils en ont rien à faire, hein. Ils sont là pour la casser, pour la tuer. S'ensuit un effroyable combat, toujours en coopération, entre une poupée qui implore qu'on lui fasse la paix, une tentative de fuite en fusée ratée, un corps traîné, toujours en coopération, jusqu'au bord de la table pour assassiner Cutie. Un moment absolument terrible pendant lequel la pauvre peluche pleure, implore leur pardon, appelle Rose à l'aide et se fait arracher sa jambe et son oreille sur le chemin. Et figurez-vous que ça marche! Rose, elle pleure toutes les larmes de son corps en voyant Cutie complètement cassé et démembré. Cody et May vont se baigner littéralement dans les larmes de leur fille. Mais bon sang, mais vous êtes sérieux? C'est nécessaire de prendre autant de plaisir sur la détresse de votre propre fille que vous venez littéralement de torturer, sans qu'évidemment ça ne serve à quoi que ce soit. Ce ne sont pas les règles posées par le Dr Hakim dans les 10 premières minutes de jeu. Pourquoi vous avez pas écouté? Quand il y a un machin magique qui vous parle et qui vous donne des conditions, vous écoutez? Non mais vraiment, je suis désolé, vous êtes vraiment des parents à chier dans ces situations-là, oui. Mais divorcer, c'est probablement la meilleure idée que vous ayez jamais eue. Vous serez probablement meilleurs parents en ayant divorcé qu'en restant ensemble. Cette scène a été de très nombreuses fois reprise et discutée et débattue. Elle apparaît au mieux pour certains comme un moment terriblement hors sujet et incohérent avec son propos, au pire pour d'autres comme l'apothéose d'un jeu qui ne sait pas vraiment comment il veut raconter une histoire finalement très convenue et puritaine. Un moment où personnellement je n'avais plus du tout envie d'aider les personnages. Joseph Fares, développeur, producteur à la tête du projet et de Hazel Light, a déclaré qu'il s'agissait d'une scène présente pour prouver l'égoïsme de Cody et de May. Ok, d'accord, la scène a un sens, si tu veux je te le concède, mais je pense que c'est un petit peu une insulte à l'intelligence des joueurs, hein. On l'avait compris avant qu'ils étaient égoïstes les deux personnages, il y en avait peut-être pas besoin de cette scène en particulier. Bon, j'avoue que cette fin de vidéo est un petit peu badante et énervée. Je me suis un peu laissé emporter, je le concède. Cependant, je trouve également cet ultime point évocateur de ce que je vous racontais en introduction de la vidéo. Un boss, ça peut raconter des choses très intéressantes, on va dire, hein, de ce que le jeu veut nous faire passer comme message. Alors parfois, ça prête à débat, comme ce que je viens de vous montrer avec It Takes Two. Mais c'est surtout l'occasion de confronter les convictions de vos personnages aux propres convictions de ce que le jeu souhaite raconter. Il y a une alchimie certaine qui va naître de l'opposition à ceux qui ne sont qu'au fond des marqueurs de l'aventure que vous vivez. Je terminerai avec la fameuse question habituelle de nos vidéos, à savoir si vous avez des boss que vous ne voulez pas vaincre, que ce soit pour des raisons très personnelles, ou bien parce que le jeu te fait comprendre que c'est pas bien de tuer. Dites-le moi en commentaire, on sait jamais, épisode 2, tout ça. Les chaussures, c'est sur les pieds, pas sur les mains, c'était Ico. Ciao!